Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de l'amitié sous différentes approches, des approches plus théoriques, personnelles, un peu philosophiques. Ce sera un mélange de plein d'approches différentes, car je trouve que c'est un sujet qui est assez peu abordé finalement, en tout cas actuellement sur les réseaux sociaux, alors qu'il mérite plus d'attention selon moi. Donc je vais commencer tout de suite et j'espère que cette vidéo vous plaira. Je pense que l'amitié est un petit peu trop reléguée au second plan d'un point de vue social et culturel, alors qu'elle ne mérite pas cette place, car au quotidien, lorsque je parle avec des gens, j'ai l'impression que l'amitié a quand même une place assez importante dans leur vie, que je ne retrouve pas d'un point de vue culturel. Et pour vous donner un exemple, la manière dont l'amitié est traitée, par exemple lors de la rupture amicale versus la rupture amoureuse, eh bien nous pouvons voir une tonne d'articles, de revues qui parlent de la rupture amoureuse, de comment la gérer. Or, concernant la rupture amicale, vous ne trouverez pas grand chose, alors que cette rupture peut être vraiment difficile à vivre. Et de même, si votre relation va mal, dans votre couple, vous serez peut-être prêt à investir pour aller voir un thérapeute qui va vous aider, alors que personne ne va voir un thérapeute pour essayer de recoller les morceaux d'un point de vue amical. Donc il y a ce traitement qui est vraiment différent, alors que pourtant nous accordons de l'importance à nos amitiés, c'est un point très important dans notre vie, mais ce n'est pas du tout traité de la même manière culturellement et socialement, et j'ai du mal à comprendre pourquoi. J'essaie de me questionner pourquoi par exemple la rupture amicale n'est pas traitée de la même manière d'un point de vue social. On se plaint moins en général lorsqu'on a une rupture amicale, alors que cela peut faire autant mal qu'une rupture amoureuse. Et je me suis dit, tout dépend peut-être de la raison de la rupture amicale. Peut-être que si l'on s'éloigne d'une personne parce que nous commençons à prendre des chemins différents, que cette personne n'a plus forcément les mêmes valeurs, etc., c'est plus facile à accepter lorsque cette personne est un ami que lorsque cette personne est notre copain ou notre copine. Mais s'il s'agit d'une raison de trahison, j'ai du mal à comprendre pourquoi nous devrions être plus peinés s'il s'agit d'une relation amoureuse comparée à une relation amicale. Je voulais parler en premier lieu des amitiés fragmentées et fluides, parce que j'ai remarqué qu'un certain nombre d'individus, et moi la première, avions un grand nombre d'amis de circonstance, je vais les appeler comme cela, qui gravitent autour de nous. Par exemple, des amis que vous avez rencontrés à la salle de sport, dans votre université, votre ami qui est votre voisin. Nous utilisons le mot ami un petit peu par abus de langage, mais je dirais que le terme qui serait plus approprié serait ami de circonstance ou pote si vous appréciez ce terme. Personnellement, je n'aime pas trop le mot pote, je n'aime pas sa sonorité, mais il ne s'agit pas de personnes avec qui vous avez réellement une forte attache. Il s'agit plutôt de personnes avec qui vous passez des bons moments, qui vous apportent quand même beaucoup. Mais si un jour vous quittez votre salle de sport, vous quittez votre université, vous n'allez plus croiser cette personne et vous l'aurez côtoyée 1 an, 3 ans, 5 ans. Parfois ces personnes sont quand même très marquantes et disparaissent aussi vite qu'elles sont venues, un peu comme une bourrasque, un automne trop court avant l'hiver, qui nous aura préparé à la suite, mais qui pourtant ne reviendra jamais et juste était là à un moment donné de notre vie. Je les perçois un peu comme cela et je trouve ces personnes vraiment fondamentales dans notre quotidien, car justement elles font partie de ce quotidien, contrairement peut-être à d'autres amis avec qui nous sommes plus proches, plus attachés et que nous essayons de voir le week-end ou quand nous avons le temps. Les amis de circonstance parfois font vraiment partie de notre quotidien parce qu'ils sont là sur nos lieux de travail, sur notre université, dans notre lieu de sport, et donc il ne faut pas les négliger car ce sont des personnes qui nous influencent parfois bien plus que nos amis que nous allons voir toutes les 2 ou 3 semaines. Je voulais désormais parler des amis d'enfance, et si vous avez encore vos amis d'enfance, chérissez-les car vraiment je pense que ce sont les amitiés les plus précieuses que nous pouvons avoir. Tout simplement parce que vos amis d'enfance vous ont vu lorsque vous étiez enfant, et vous aussi vous les avez vus lorsqu'ils étaient enfants, ce qui fait qu'ils connaissent plein d'éléments essentiels de vous, vos rêves d'enfant, vos peurs d'enfant, votre imaginaire d'enfant, et parfois sont plus proches du vrai que ce que vous êtes actuellement. Parfois, ils projettent encore cet enfant en vous. C'est un peu comme s'ils avaient gardé le même regard qu'ils vous accordaient lorsque vous étiez en primaire. Ils vous regardent encore de la même manière alors que vous avez 20 ans, vous avez 30 ans, 40 ans.
et cela réveille ces parts en vous qui sont peut-être un petit peu enfouies désormais. Vous essayez de masquer les peurs que vous aviez, vous essayez de brimer un peu votre imaginaire, consciemment ou inconsciemment, et tout ceci réémerge lorsque vous croisez cette personne, un peu comme si elle dépoussiérait toute cette image sociale et qu'elle retrouvait une forme de noyau. Et vous pouvez le voir à travers son regard, la manière dont elle se regarde, dont elle vous regarde, réveille tellement en vous, et presque parfois lorsqu'une personne regarde les interactions de l'extérieur, vous avez peur que cette personne devine à travers le regard de votre ami quel enfant vous avez été, comme si une forme de secret allait être dévoilée alors qu'il n'existe que à travers cette complicité qui est vraiment intraduisible et personne ne pourra deviner quel enfant vous avez été, et justement c'est à travers ce secret que se maintient aussi cette amitié de deux enfants qui se sont aimés et qui ont grandi et qui s'aiment toujours, et je trouve ça vraiment magnifique. Et pour vous donner un exemple qui aussi me met à jour cette importance de ce regard amical, de cet ami d'enfance, au-delà des liens qui sont vraiment magnifiques, le fait que cela peut être très intéressant pour le regard que l'on porte à soi-même, c'est qu'il y a un certain nombre de traits de notre personnalité que nous avons tendance à oublier. Or, ces personnes n'oublient pas ces traits. Par exemple, pour ma part, je suis une personne très sensible, je dirais, et lorsque j'étais petite, on disait tout le temps que j'étais hypersensible, que j'étais très très émotive aussi, alors que je ne le suis absolument plus maintenant, je ne suis plus du tout émotive. Ce qui fait que les personnes que je croise et que je rencontre actuellement pensent que je n'ai pas beaucoup d'émotions, que je ne suis une personne qui est assez froide, parfois on me dit même robotique, et c'est totalement à l'opposé de ce que j'ai été lorsque j'étais enfant. Et pourtant je pense que les personnes qui sont elles-mêmes très sensibles voient ma sensibilité, c'est juste que ça fait une sorte d'effet miroir, mais néanmoins je me prends plus de réflexion sur le fait que je suis robotique, froide maintenant que l'inverse. Et ce qui fait que j'ai commencé à intérioriser ces remarques, parce qu'au bout d'un moment, lorsque plein de personnes font la même remarque, on se dit eh bien peut-être que je suis ce qu'ils disent, parce que parfois les autres ont un regard plus objectif sur nous-mêmes que notre propre perception, donc au bout d'un moment je commence à me questionner là-dessus. Et puis là, il m'arrive de recroiser mes amis d'enfance, et à travers certaines réflexions, lorsqu'ils me disent ah j'espère que tu n'as pas mal vécu cette situation, comme tu es une personne plutôt sensible, ou ce type de réflexion qui nous rappelle qui nous avons été. Parfois cela peut être un peu perturbant, car parfois nous avons envie d'enfouir la personne que nous avons été, mais d'autres fois, justement, cela fait plaisir qu'une personne se souvienne et qu'une personne témoigne d'une facette que nous avons tellement enfouie. Et là, pour le coup, la sensibilité, je pense être encore, mais c'est juste que j'ai totalement enfoui cette facette de ma personne. Et à travers ce regard de l'ami d'enfance, eh bien c'est comme si cette facette réémergeait, comme si je retrouvais un vieux vêtement dans mon étagère que j'avais totalement oublié, mais qui pourtant était là tout ce temps. Et vous aussi, vous avez ce même rôle envers ces personnes-là, de leur rappeler qui ils sont, de leur rappeler leur noyau, et pour ne jamais que ces personnes oublient toutes les facettes que vous avez aimées et que vous aimez encore, et que pourtant ils ont tendance à brimer, à cacher pour essayer de s'adapter socialement au monde du travail, au monde assez hostile de manière générale, et toutes ces facettes d'enfants qu'ils ont eu tendance à faire disparaître. Désormais, je vais parler de l'amitié durant la période de l'adolescence, car je pense qu'il y a différentes périodes de vie qui peuvent créer des crises de l'amitié. Peut-être par exemple lorsque vous avez des enfants et que votre ami n'en a pas, eh bien cela peut créer une crise de l'amitié, car vous allez devoir accorder beaucoup plus d'importance à votre famille, à votre enfant, à votre mari, et votre amie, elle qui n'a pas d'enfant, va peut-être se sentir délaissée, va trouver que vous parlez trop de couches. Donc il peut y avoir des crises de l'amitié, et je pense que l'adolescence est une crise bien particulière de l'amitié qui est liée à l'image, au regard des autres. Et je pense que c'est une crise qui peut être particulièrement amitiécide, je ne sais pas si ce mot existe, on va l'inventer, parce que c'est assez dur d'aller à l'encontre du regard de la perception générale. Lors du collège, lors du lycée, là où tous les regards sont extrêmement importants et pesants, et là où l'image est reine, il s'agit de la plus belle preuve d'amour que de rester ami avec quelqu'un qui est mal vu du reste de la population du collège ou du lycée ou de l'université.
car il s'agit vraiment de l'enjeu principal du moment. Alors si des personnes ne vous ont pas soutenu, à un moment se sont éloignées de vous parce que tous les regards étaient négatifs envers vous, peut-être soyez clément avec le recul avec ces personnes, car eux-mêmes avaient sûrement peur d'être mal vus, d'être harcelés, etc. Ne faites plus attention à ces personnes. Mais néanmoins, l'inverse, une personne qui reste et qui, malgré tous ces regards négatifs, continue à vous percevoir de manière positive et trouve même qu'il s'agit de tous les autres qui se trompent par rapport à son propre regard qui est positif, donc qui se place littéralement à contre-courant par amour pour vous, et bien là, cela a une importance énorme amicalement parlant, et dites-vous que cette personne vaut plus que tout l'or du monde, car face à l'enjeu le plus important de l'époque, qui est l'image, et le fait qu'elle risquait d'être associée à vous, qui avez une image, qui aviez plutôt une image négative, et bien c'est une grosse prise de risque par amitié, et chaque période de la vie a ses enjeux principaux, et c'est à vous de les identifier et de se dire mais qui reste avec moi lorsque ces enjeux principaux sont en jeu et que cette personne est clairement dans une situation risquée pour moi. Je vais parler désormais de l'intérêt dans l'amitié, car je pense qu'il est impossible d'avoir une amitié sans aucun intérêt l'un pour l'autre, et qu'il est normal de chercher aussi certains éléments, peut-être des aspects plus affectifs, d'autres aspects plus intellectuels. Néanmoins, il ne faut pas se leurrer sur le fait que dans l'amitié, comme dans beaucoup de relations humaines, il y a les aléas de la vie qui rentrent en compte, et que les aléas de la vie font beaucoup. Et autant je trouve cela très beau, le fait que des aléas de la vie puissent unir des personnes, autant je pense qu'il faut aller à contre-courant lorsque les aléas de la vie vous désunissent. Je vais prendre un exemple concret. Imaginons que vous ayez un jour raté votre train et que sur ce quai vous rencontrez ce qui sera votre futur ami, car cette personne a aussi raté son train, vous rigolez ensemble, vous commencez à refaire le monde, et à ce moment-là, une amitié naît. Une amitié naît finalement de rien, juste d'une circonstance, du fait que vous soyez rencontrés parce que vous avez raté votre train, et il y a plein de personnes avec qui vous pourriez très bien vous entendre sur cette planète, mais ce sont sûrement généralement des circonstances qui font que vous êtes rapprochés de telle personne plutôt que telle autre. Bien évidemment, il y a des personnes avec qui vous avez moins d'atomes crochus, mais par rapport à tous les humains qui existent sur cette planète, il y a beaucoup de personnes avec qui vous pourriez être amis. Et en général, il s'agit plutôt de circonstances de vie. Donc là, il s'agit d'un aléa de la vie qui a créé cette amitié, d'un aléa qui est si fragile, si délicat, qui finalement aurait pu ne pas advenir à quelques minutes près. Et cet aléa de la vie a créé l'amitié. Imaginons que des années plus tard, vous vous mariez et que votre ami rate son train à quelques minutes près et ne se rende pas à votre mariage, et cela crée une dispute et finalement cela brise votre amitié. Et bien là, il s'agit d'un aléa de la vie qui vous éloigne, qui vous désunit. Et c'est contre cet éloignement des aléas de la vie qu'il faut se battre. Bien sûr, toute mesure gardée, si l'individu est toujours en train de trouver l'excuse des aléas de la vie alors qu'il y a des schémas extrêmement répétitifs de manière évidente, bien évidemment qu'il faut se poser des questions, mais il y aura toujours des raisons de se désunir, de s'éloigner de quelqu'un par rapport à plein de circonstances qui adviendront. Autant de circonstances finalement légères et très fragiles que les circonstances qui vous ont unis. Et il faut avoir conscience de cela et de se dire que la personne avec qui vous avez cette relation, cette amitié, vous a été présentée par les aléas de la vie, et que les intérêts, ces qualités objectives ne sont pas ce qui fait la part principale toujours de cette amitié. Je pense que la plupart des amis que vous avez ne sont pas forcément les personnes les plus intelligentes qui existent sur cette planète, ne sont pas forcément les personnes les plus gentilles de cette planète, parce que nous ne cherchons pas forcément l'excellence dans tous des critères bien définis que nous avons identifiés. Souvent, ce sont des expériences de vie qui nous ont rapprochés. Vous étiez ensemble au même cours de karaté, vous êtes rapprochés, après vous avez commencé à boire des verres ensemble, et ensuite un concours de circonstances a fait qu'il vous a aidé dans telle situation difficile, ce qui a créé votre amitié. Souvent, il s'agit de plein de circonstances différentes et pas d'une liste de critères précis où vous faites passer des castings aux personnes qui se présentent à vous, qui font que vous choisissez la personne qui objectivement est la plus apte à remplir ce rôle d'amitié. C'est pour cela que je parle de critères définis, critères objectifs. Je pense que souvent il n'y a
il y a plus de parts finalement d'aléatoire que de parts vraiment rationnelles, et ce n'est pas forcément mal, justement, au contraire, moi je trouve cela très beau, mais il ne faut pas laisser cette part aléatoire aussi vous désunir. C'est pour cela que j'ai appelé le titre de cette partie de vidéo absence d'intérêt, c'est que parfois on en arrive dans notre existence à se dire mais pourquoi déjà je suis amie avec cette personne? C'est pas forcément la personne la plus intelligente qui existe, ni la plus gentille qui existe, mais pourtant je l'aime énormément. Et justement, il y a cet aspect aléatoire qui est rentré en jeu, ce qui fait qu'il n'y a pas toujours vraiment d'intérêt pour nous à être amis avec cette personne plus qu'une autre, mais juste nous sommes amis avec cette personne. Il y a un aspect un peu absurde, assez drôle finalement, mais qui n'est pas à éviter, je pense, car il me semble que nous ne sommes pas là pour être élitistes avec nos amis, ce ne sont pas avec nos amis que nous allons faire des enfants. Ce sont plus des personnes qui peuvent avoir des rôles assez diverses dans notre entourage, personnes avec qui nous allons plus avoir des discussions intellectuelles, d'autres plus affectives. Et donc ce n'est pas grave finalement si nos amis ne sont pas au top sur tous les critères, notre liste de critères que nous pouvons avoir si nous devions concrétiser une liste de critères. Et pour ma part, je ne vis pas mal le fait qu'il y ait un certain nombre de mes amitiés qui se soient créées au fil des hasards et au fil des aléas. Mais concernant l'aspect élitiste, parfois je me pose la question, je me dis est-ce que je ne devrais pas être plus exigeante et essayer de me créer un environnement qui m'élèverait par le fait que je choisirais les personnes les plus en place socialement, les plus intelligentes, etc. etc. Mais d'un autre côté, je n'aime pas trop ce procédé car j'ai l'impression que cela ne fonctionne pas lors de la rencontre. Lors de la rencontre, il y a quelque chose de bien plus intuitif qui se produit et je peux jouer à la limite sur d'autres plans, plus sur quel lieu je vais côtoyer, ce qui va définir in fine quel type de personne je vais rencontrer. Et par la suite, je différencierai les amis de circonstance pour lesquels j'ai quand même moins d'exigences et les amis que je vais garder et pour lesquels je vais me mettre en position active. Par exemple, une fois que je quitte l'université, je vais me poser la question, est-ce que je préserve les amitiés que j'avais, des amitiés de circonstance de l'université? Et c'est à ce moment-là que je passe en place active et que je vais peut-être envoyer des messages pour garder contact, essayer de revoir ces personnes à l'extérieur. Et à la limite, c'est plus à ce moment-là que je me dis, est-ce que cette amitié en valait vraiment la peine? Est-ce que je continue à essayer de fournir des efforts pour maintenir cette amitié, ou est-ce que cette amitié était sympathique, m'a apporté à ce moment-là, mais je n'ai pas spécialement envie de continuer mes efforts. Et pour ma part, c'est à ce moment-là que se crée la sélection, et pas avant les amitiés circonstancielles. Les amitiés circonstancielles, c'est beaucoup plus aléatoire, on va dire. Un autre point que je voulais aborder, c'est le fait que pour ma part, j'ai l'impression que dans mes amitiés, l'amitié se nourrit de modération, alors que l'amour se nourrit plus d'excès. Et justement, j'ai l'impression que dans mon cas, lorsque je me lie d'amitié avec quelqu'un, c'est la part sereine de ma personne qui se lie avec sa part sereine et qu'il y a quelque chose de très doux, très calme. Et je le vois même chez mes amis, même si j'ai un certain profil d'amies filles que j'attire, qui sont des amies qui sont très, très émotionnelles, très féminines, très, on va dire, intenses, on va dire ça, pour dresser un portrait en 3 qualificatifs, bon, ce qui est un peu réducteur, mais j'attire des personnes aussi qui sont beaucoup dans la dépendance affective, peut-être parce que moi-même je suis plus dans la fuite et souvent les personnalités qui ne vont pas du tout ensemble s'accordent pour essayer de régler peut-être leurs conflits internes. Enfin bref, je pars dans les théories de psychologie de comptoir, mais j'attire ce genre de personnes et en amitié cela se passe très très bien. Et il y a justement cette modération qui fait que notre amitié est très douce, très belle. Mais lorsque ces filles-là se mettent en couple, là ça explose totalement et il y a un aspect bien plus malsain qui se met à l'œuvre parce que la relation est nourrie d'excès. Et je me dis, oula, je n'aimerais pas trop être à la place de leurs copains, je suis très bien dans ma place amicale, et il y a un certain nombre de personnes avec qui je me dis ça, alors qu'il s'agit de la même personne qui exprime son amour, mais juste totalement différemment. Et dans l'amitié, cela s'exprime de manière bien plus modérée, il y a bien moins cet aspect un peu pervers de mais qu'est-ce que la personne est en train de faire? Est-ce qu'elle n'est pas en train de me tromper? Est-ce qu'elle n'est pas en train de me trahir? Qu'est-ce que ce message veut dire? Est-ce qu'il y a des sous-entendus? Il y a plein d'aspects un petit peu pervers comme ça, d'essayer de tout suranalyser, qui est toujours dans l'excès et qui n'est pas vraiment présent dans l'amitié, en tout cas que je retrouve plus rarement.
qui est souvent liée à cette possessivité qui est quand même moins intense en amitié. Et c'est pour cela que je trouve que l'amitié est vraiment un havre de paix et de repos en général, c'est que l'amitié se nourrit de modération et donc il n'y a pas toutes ces supputations comme ça à tort et à travers de qu'est-ce que la personne veut vraiment dire, quelles sont réellement ses intentions. En général, il y a quelque chose de beaucoup plus direct et beaucoup plus dans la compréhension directe de ce que l'autre veut, de ce que l'autre dit. Je voulais parler du fait que l'amitié, selon moi, n'est pas quantifiable et vous pourrez vous en rendre compte si vous posez la question à quelqu'un de votre entourage, combien as-tu d'amis? Souvent, les gens ont du mal à répondre à cette question et moi la première, car déjà je pense que nous manquons de mots. Déjà, est-ce qu'on se pose la question? Pas toujours, mais nous manquons aussi de mots pour définir nos types de relations. Nous avons connaissances, nous avons potes, nous avons amis. Pour ma part, je n'utilise pas pote, donc il y a connaissance, un gros gouffre, puis ami. Et le terme ami s'est donc élargi pour recouvrir tout ce que je suis censée recouvrir, parce que dès que je me rapproche un peu d'une personne, elle sort de la case de la simple connaissance, et donc je commence à l'appeler amie, mais pour moi ce n'est pas vraiment une amie, mais je ne vois pas trop d'autres mots, quels mots utiliser. C'est pour cela que je vais dire amie de circonstance, mais au quotidien je n'utilise pas ce terme parce que ça fait un peu étrange de dire amie de circonstance. Néanmoins, il y a après ce qu'on pourrait appeler les vrais amis, les amis avec qui on est vraiment proche, à qui on peut tout dire, avec qui il y a une certaine intimité, complicité. Et il peut y avoir, bon, les amis d'enfance, qui pour moi se corroborent avec les vrais amis, mais pour d'autres personnes ça ne se corrobore pas forcément. Et ensuite il peut y avoir l'ami avec un grand A. Tout le monde n'a pas cette chance d'avoir cet ami avec un grand A, qui parfois est un petit peu mystifié aussi. Mais j'ai l'impression que lorsque nous sommes petits, nous avons beaucoup plus cette tendance à dire que nous avons un ou une meilleure amie. Moi c'était mon cas pendant des années et des années, et c'est assez mignon, on lui offre des bracelets d'amitié, etc. Et nous hiérarchisons beaucoup plus, j'ai l'impression qu'en grandissant, où ça devient presque un peu ridicule de dire qu'on a une meilleure amie, et où il y a moins cet aspect de hiérarchie. Et moi-même j'ai un peu perdu cet aspect de hiérarchie, désormais je vois des intérêts divers dans mes amitiés, mais j'ai du mal à hiérarchiser, à me dire que j'ai un ou une meilleure amie. Mais parfois j'ai des sortes de prises de recul où je me dis mais pourquoi je donnerais plus d'affection, plus d'amour à une personne plutôt qu'une autre? Une sorte de grand relativisme qui m'arrive de temps en temps, et même assez fréquemment je dirais, où je vois l'intérêt dans tout le monde, parce que c'est peut-être lié à mes études de psychologie ou le fait que je m'intéresse à la psychologie, mais j'ai l'impression d'avoir été comme ça depuis très longtemps, où tout le monde devient potentiellement sujet d'étude, tout le monde devient potentiellement un sujet intéressant, tout simplement parce que chacun a une histoire particulière, chacun a des patterns particuliers, chacun a vraiment plein de secrets à creuser et à découvrir. Donc j'ai du mal à me dire cette personne n'est pas intéressante. Ça m'arrive quasiment jamais de me dire qu'une personne n'est pas intéressante. Je peux me dire qu'une personne a plus ou moins de centre d'intérêt, plus ou moins de discussion, mais je trouverai toujours un intérêt, mais à la fois je me dis est-ce que c'est pas un peu malsain d'avoir cette approche presque naturaliste de l'humain? Et j'ai certains amis qui m'ont fait la réflexion, qui m'ont dit non mais les gens ne sont pas des fourmis que tu observes avec un microscope, normalement justement l'approche saine c'est de privilégier des personnes par rapport à d'autres et d'avoir des affects envers cette personne et d'avoir plutôt des affects différents envers d'autres personnes, mais pour ma part je ressens de moins en moins cet aspect peut-être naturel de l'amitié et beaucoup plus cette curiosité presque naturaliste de me dire mais chaque personne recèle plein de mystères et j'ai envie de les découvrir, et sans vraiment m'attacher, sans vraiment créer de contact qui serait un attachement sur long terme, qui serait le début d'une certaine intimité. Donc en même temps je m'épanouis en étant comme ça, donc bon tant mieux pour moi, hein, mais c'est vrai que c'est assez délicat de juste s'approcher de certains types de personnalités parce qu'on est curieux de ce type de personnalité et pas parce qu'on a envie de créer un lien. Il faut toujours faire ça avec des pincettes car ça peut être assez blessant si on n'a pas prévu par la suite de créer vraiment des liens pérennes. Et c'est pour cela que je suis assez mesurée dans cette approche et que je préfère plutôt avoir cette méthodologie dans des approches de groupe où je pourrais m'approcher de différents types de personnalités et voir leur fonctionnement. Et lorsque je suis avec des personnes en individuel, là en général c'est des personnes que j'apprécie plus et avec qui je veux plus créer un lien pour ne pas créer la confusion.
mais j'ai de plus en plus de mal justement à hiérarchiser à cause de cet œil un peu naturaliste. Je voulais aussi aborder le thème du christianisme et de l'amitié dans les textes chrétiens que j'ai lus, plutôt les extraits de textes chrétiens que j'ai trouvés. Parce que là je me suis fait un petit délire sur une obsession concernant l'amitié dans les textes chrétiens. Parfois, voilà, ça m'arrive d'avoir une obsession d'un coup pour un sujet en particulier. Mais là, à la base, mon obsession venait d'une question qui était: est-ce que l'amitié et la doctrine chrétienne sont compatibles? Parce que dans le point de vue chrétien, la philosophie chrétienne, eh bien, il y a une certaine vision de l'amour assez universelle. Et je me demandais si c'était incompatible avec l'amitié et le principe justement de distinction de l'amitié, de discrimination de l'amitié, un individu que l'on va mettre au-dessus des autres, à qui l'on va accorder plus de cadeaux, plus d'attention, plus d'affect. C'est une personne qui est sortie du lot, qui est sortie de la masse, et donc il n'y a plus cet aspect harmonieux, horizontal, assez universel que prône le christianisme. Donc toute ma réflexion est partie de là, donc je me suis dit je vais aller lire des textes sacrés, comme ça au moins je serai fixée. Dans la Bible, je n'ai pas trouvé grand chose sur l'amitié, mais dans un certain nombre de textes qui sont venus a posteriori, j'ai trouvé des informations et j'ai écrit pas mal de choses dessus, mais je vais vous faire un gros résumé parce que là j'ai repris mes notes et j'ai vu que j'ai beaucoup trop écrit et ça ferait un peu bizarre de d'un coup, plein milieu de la vidéo, passer dans un autre registre très théorique pour faire de l'analyse de textes religieux. Mais c'est pour cela que je vais juste vous faire un résumé un peu plus léger et vous citer quelques extraits. Donc déjà, je pense qu'il y a une grosse distinction à faire qui est que nous avons une vision de l'amitié qui est particulière et il faut se rendre compte que la vision que nous avons actuellement de l'amitié n'est pas la vision universelle de l'amitié. L'amitié peut varier selon les cultures, selon les époques, et justement l'acception de l'amitié qui est souvent reprise dans les textes religieux, c'est une amitié qui est plus spirituelle. Une amitié de deux personnes qui se soutiendraient dans le chemin de la foi, dans le chemin de la vertu, et ce n'est pas du tout cet aspect, on va dire, de confidence, de potin partagé, ou plein de choses qu'on pourrait accorder à l'amitié de nos jours, qui ne sont pas du tout de cet ordre-là dans l'amitié spirituelle. Là, l'amitié spirituelle, c'est vraiment se soutenir sur le chemin de la foi, essayer de maintenir l'autre dans la vertu. Donc c'est vraiment une amitié qui serait sacrée, qui serait vertueuse, alors que dans notre vision de l'amitié, il y a surtout un privilège qui est accordé à l'autre dans les confidences, dans la place qu'on va lui accorder dans notre vie, dans les sorties qu'on va faire, on va lui accorder plus de temps. Ce qui fait que c'est pas vraiment le même registre dont nous parlons. Et dans les textes que j'ai trouvés, il parlait surtout de l'amitié particulière dans les monastères, car c'était surtout cela qui posait problème, j'ai l'impression, parce que les individus qui créaient des coteries dans les monastères, qui créaient des sous-groupes par amitié, avaient tendance à briser l'harmonie générale, à briser l'harmonie voulue du monastère, par cette création de privilèges entre quelques individus, d'individus qui vont peut-être se faire des cadeaux entre eux, qui vont peut-être se privilégier entre eux. Et donc cela brise cette harmonie du groupe. C'est un aspect plutôt pragmatique finalement de ce rejet de l'amitié. Et je vais vous lire un extrait qui parle de ça. C'est un extrait du texte de Basile de Césarée qui aborde le sujet dans la question 34 de ses écrits sur les règles monastiques. Ce sont des écrits qui datent du IVe siècle. Ils auront particulièrement à cœur d'être miséricordieux et bons envers tous, et de ne pas même prêter le flanc aux soupçons de sympathie ou de préférence pour certains, suivant l'avertissement de l'apôtre, ne faisant rien par inclination. Ils éviteront aussi de paraître animés de cet esprit de querelle déclaré par le même apôtre étranger aux chrétiens. Si quelqu'un se plaît à quereller, ni nous, ni l'Église de Dieu, nous n'avons cette habitude. Car par suite de cette proposition, ils refuseraient le nécessaire à leurs adversaires et donneraient avec excès à leurs amis. D'un côté ce serait la haine entre frères et de l'autre l'amitié particulière. Amitié extrêmement blâmable, parce qu'elle détruit la concorde, fruit de l'amour fraternel, et parce qu'il en résulte des mauvais soupçons, les jalousies, les disputes et la négligence dans le travail. L'amitié particulière est justement fréquemment présentée comme assez dommageable pour la communauté monastique, et
aussi dans la notion de charité, la charité se doit d'être universelle, donc pour les hommes qui sont représentants d'hommes de l'église ou femmes représentantes de l'église, il y a plutôt une tendance à vouloir éviter ce genre d'amitié particulière, même si certains auteurs ont tendance à mettre en avant l'amitié spirituelle comme étant tout de même saine, car cela permet de rester dans la vertu. Tout dépend des auteurs, il y en a qui font cette distinction, d'autres non, d'autres qui ont plutôt tendance à condamner tout type d'amitié au sein des monastères. Ensuite, il y a eu un tournant avec le texte assez important, l'imitation de Jésus-Christ, qui a vraiment marqué un tournant dans la manière d'aborder la foi, la vision de Jésus, de Dieu et de la relation surtout qu'il y aurait entre les humains et ces derniers. Mais je ne vais pas vraiment détailler parce que après on partirait dans de longs monologues. Donc dites-vous juste qu'il y a eu des retournements concernant cette vision de l'amitié qui était plutôt dépréciée à partir de la publication aussi de ce texte. Et par la suite, j'ai aussi essayé de chercher qu'est-ce qui était dit concernant les laïcs, car là nous parlons d'hommes d'église, mais pour le kidam moyen, pour ce qu'ils appellent les mondains, qu'est-ce qu'il en est de l'amitié? Eh bien ils avaient plutôt tendance à dire qu'au contraire ce serait à privilégier pour essayer de se soutenir dans un environnement hostile, avoir des amis qui nous permettent de nous entraider, de se soutenir, etc. Et je vais vous lire aussi un texte à ce sujet. Alors là, il s'agit d'un texte de François de Sales, et selon lui, l'amitié entre laïcs était même primordiale lorsque cette amitié était du côté de la vertu, bien évidemment, car attendu qu'en un monastère bien réglé, le dessein commun de tous tend à la vraie dévotion, il n'est pas requis d'y faire de ces particulières communications, de peur que, cherchant en particulier ce qui est commun, on ne passe des particularités aux partialités. Mais quant à ceux qui sont entre les mondains, et qui embrassent la vraie vertu, il leur est nécessaire de s'allier les uns aux autres, par une sainte et sacrée amitié, car par le moyen d'icelle, ils s'aiment, ils s'aident, ils s'entreportent au bien. Donc il y a toujours cette vision quand même d'une amitié très vertueuse, une amitié presque spirituelle, même s'il ne prononce pas le nom d'amitié spirituelle, mais il ne s'agit pas voilà, de parler ensemble sur la voisine ou d'être dans le vice ensemble ou d'être dans la critique des autres ensemble. Il s'agit vraiment d'être dans une logique vertueuse et de s'entraider. Donc il y a une logique très positive et quand même ancrée dans le registre chrétien et pas une logique comme ce qu'on a actuellement concernant l'amitié de privilège juste qu'on accorde à une personne mais après on en fait ce que l'on veut et il n'y a pas forcément de notion de vertu. Donc en conclusion concernant ma problématique, je ne pense pas qu'il y ait une incompatibilité entre l'universalisme chrétien et l'amitié. En revanche, je pense qu'il faut un petit peu redéfinir les termes pour ne pas qu'il y ait de tension entre l'amitié et l'universalisme chrétien. Je vais finir cette vidéo en vous parlant de la mort de l'amitié. C'est un très beau titre pour une fin de vidéo. Et pour moi, c'est un événement bien évidemment extrêmement triste et qui s'exprime à travers une métaphore que je vais vous partager. Je pense que nous pourrions utiliser la métaphore du MP3 retrouvé. Lorsque vous retrouvez un MP3 qui datait des années 2010 dans votre garage et que vous réécoutez des vieilles musiques que vous écoutiez à l'époque mais que vous n'avez pas du tout écoutées depuis, qui vous font remonter de la nostalgie, de la joie, un peu de tristesse, et bien pour moi une amitié morte fait exactement le même effet. Lorsque vous revoyez cette personne, votre amitié ne vit qu'à travers la nostalgie, votre amitié ne vit qu'à travers les événements joyeux du passé, joyeux ou tristes du passé, et il n'y a rien de nouveau qui est créé, il n'y a rien de nouveau qui est généré qui permet de faire vivre l'amitié. C'est comme une langue morte, là c'est une amitié morte, et vous n'arrivez plus aussi à rester dans le silence ensemble. Lorsqu'il y a un silence, le silence est lourd, pesant, morne, et c'est extrêmement désagréable. Et à ce moment-là, il y a une sensation atroce que cette amitié est morte et que nous sommes face à cette évidence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à me partager votre perception de l'amitié et la place que vous accordez à l'amitié dans votre vie. Et à bientôt